Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette session où on va parler d'intelligence artificielle et notamment de développement continu pour la création de projets d'intelligence artificielle. On va faire ça avec une start-up que nous accompagnons au sein du programme d'accompagnement d'OVH Cloud, Pixel.ia. Bonjour Christopher, Pierre-Nicolas Tiffreau, ravi d'être là aujourd'hui pour ce petit pitch. Et donc je suis le CTO de Pixel.ia, une startup spécialisée en intelligence artificielle. Voilà. Quant à moi, donc Christopher Apedo, je travaille chez OVH Cloud au sein du startup programme en tant que business spécialiste. Dans cette session, nous allons parler donc de computer vision, donc d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'un projet de computer vision? On verra aussi les challenges qui découlent de la création d'un projet de computer vision. On parlera aussi de Pixel.ia, de leurs innovations, de ce qu'ils proposent pour résoudre tous ces challenges-là. Et on finira en parlant de l'écosystème d'OVH Cloud qui aide Pixel.ia au quotidien. Donc tout d'abord, pour commencer, Pierre-Nicolas, je vais essayer donc de donner une description de Pixel.ia. Pixel.ia, c'est une plateforme qui permet donc aux data scientists et qui accompagne les data scientists dans leurs projets donc de création de computer vision et d'intelligence artificielle, mais qui leur permet également de se concentrer sur leur mission principale, donc vraiment leur travail de data scientist, si j'ai bien compris. C'est exactement ça, très bien résumé. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord savoir, j'ai toujours une question par rapport à ça, parce que nous, au sein du Startup Programme, quand on a reçu ta candidature, donc on t'accompagne depuis moins d'un an aujourd'hui, bien évidemment, on était intéressé par ton projet et ton activité, mais c'est aussi la technologie que tu utilisais qui nous a intéressés. Et donc, par rapport à ça, quelle est ta vision aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Parce que c'est une technologie que tu utilises et qui est au centre de ton activité. Tout à fait. Alors, du coup, pour remettre un peu dans le contexte, déjà, qu'est-ce que c'est vraiment que l'intelligence artificielle? Donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est vraiment destinée à apprendre du comportement humain pour extraire des données importantes de plein de données qui peuvent être désorganisées ou reproduire différentes actions possibles. Dans les dernières années, du coup, on entend parler un peu d'IA de partout maintenant, et donc il y a eu énormément d'avancées majeures par beaucoup d'entreprises, notamment les géants du cloud et des géants vraiment technologiques, dans différents domaines. Donc, on a d'abord la vision, avec par exemple la détection d'objets, donc ça peut être la reconnaissance de personnes, la reconnaissance de voitures, la voiture autonome. On va voir sur le texte, maintenant on a des traducteurs beaucoup plus puissants. On est capable de faire de la traduction de langage informatique à un autre langage informatique. Pareil pour le son, on sait détecter différents patterns, etc. Et puis donc pour le reste des données, on peut imaginer tout et n'importe quoi. D'accord. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme intelligence artificielle, il est très très utilisé et quelquefois il est même galvaudé un petit peu. On l'utilise à bon escient et quelquefois à mauvais escient. Donc, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir quelle sera la place de l'intelligence artificielle dans le futur. Est-ce que l'intelligence artificielle aura toujours sa place dans les années à venir, selon toi, selon Pixel.ia? C'est une très bonne question. Effectivement, comme tu dis, voilà, l'IA, c'est un peu un buzzword d'aujourd'hui, c'est un peu employé dans tous les sens. Il y a eu des avancées donc vraiment fantastiques dans les domaines que j'ai cités avant. On peut vraiment se demander si on n'a pas déjà tout fait. Et en fait, le premier élément de réponse, c'est qu'il reste déjà en fait pas mal de choses à faire. Donc, on n'a pas encore trouvé tous les cas d'usage. Mais c'est surtout que l'IA et toutes les personnes qui s'emploient à la développer sont énormément sur la recherche aujourd'hui. Donc tous les jours, on a un nouveau modèle qui sort plus performant que celui de la veille. Mais maintenant, on va passer dans une ère d'industrialisation et de mise en pratique, la sécurisation vraiment des pratiques liées à l'IA. Et c'est dans cette vision-là qu'arrive notre produit. D'accord. Donc l'intelligence artificielle a encore de belles années devant elle.
Alors, avant d'aller plus loin, il y a une question que j'aime poser aux startups quand elles arrivent dans le programme, tout comme toi quand tu as commencé à être accompagné, c'est de savoir quelle a été l'idée qui est à la création du projet. Est-ce qu'il y a une anecdote justement par rapport à ça? Qu'est-ce qui a fait que Pixel IA est né et existe? Ben, tout à fait. Du coup, avec mon associé, donc on avait déjà toujours cette volonté d'entreprendre, et la genèse de Pixela s'est faite alors qu'on était à l'étranger, un peu désœuvré, et on a décidé de créer une application mobile où le but était de détecter en fait un peu des objets de l'alimentation générale, mais du coup grâce à l'intelligence artificielle, c'était voilà, on commençait à savoir utiliser le sujet, et on s'est retrouvé confronté à plein de problématiques, notamment autour de la collecte de données, qui nous ont amenés à vouloir résoudre en fait ces problèmes-là plutôt que de juste détecter des produits alimentaires. D'accord. Et du coup, c'est aussi pour ça que donc là, dans toute la présentation, donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Nous, notre spécialité, c'est vraiment la computer vision. Donc, la vision par ordinateur, c'est vraiment la partie image, caméra, flux vidéo de l'intelligence artificielle. Donc c'est un des champs majeurs d'application de l'IA, comme je l'ai présenté avant, par les différentes applications. Et c'est donc il y a marqué ici que c'est effectivement un domaine qui est principalement supervisé. C'est-à-dire que donc il y a 3 grands domaines: le supervisé, le non supervisé, le semi-supervisé en IA de manière générale. Et donc la supervision, c'est en fait des humains qui viennent ajouter de l'information sur des images. Ça s'appelle l'annotation. Par exemple, pour la voiture autonome, venir mettre des carrés ou segmenter des voitures, des piétons, des passages piétons sur énormément d'images. À titre d'exemple, ce qui a vraiment lancé les performances actuelles de la computer vision, c'était à l'époque du challenge ImageNet, qui était un challenge donc de large scale computer vision. Et le dataset aujourd'hui de ce challenge est constitué de 14 millions d'images annotées sur plusieurs milliers de classes en fait. D'accord. Donc 14 millions d'images annotées, j'imagine que ça demande des ressources très spécifiques. Pour l'entraînement, du coup, oui, parce que et donc c'était en fait le début de l'essor justement de l'utilisation de cartes graphiques qui a rendu possible ce genre d'exploit, mais c'est du hardware qui coûte très cher et qu'il faut savoir aussi utiliser. Et donc il y a des nouvelles avancées aussi tous les jours de ce côté-là. D'accord. Donc concrètement, on a parlé de computer vision, mais à quoi ressemble concrètement un projet de computer vision typique? Alors généralement, c'est composé de 5 grandes étapes. Ça commence par la collecte des données, fatalement. Donc voilà, on va récupérer des milliers, des dizaines de milliers, voire qu'on avance peut-être des millions d'images pour notre cas d'usage. On va ensuite les annoter. Donc une grosse partie de travail humain, d'experts métiers. Ensuite, donc on va passer à l'entraînement. Donc là, on va utiliser donc du hardware pour que notre modèle apprenne des images annotées. Et ensuite, on va passer une phase d'évaluation qui permet en fait de dire, finalement, quand est-ce que mon modèle j'estime que mon modèle est vraiment efficace pour être utilisé dans des vraies conditions. Et généralement, cette partie d'évaluation, la première fois, elle est pas satisfaisante. Donc, on recommence, on collecte plus de données, on les réannote, on réentraîne, on réévalue jusqu'à ce que les performances soient acceptables. Et ensuite, on peut donc le déployer en production. Donc là, notre modèle commence sa durée de vie. D'accord. Alors, du coup, si je comprends bien, là, le modèle qui est entraîné, il sait reconnaître certaines choses parce qu'il connaît la data. Mais que se passe-t-il si jamais la data, elle change, si le monde évolue, si les choses changent autour de nous? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a 2 réponses. La première, c'est que déjà lors du premier entraînement, donc en fait effectivement, on s'entraîne sur des données qui représentent un instant T du monde réel, et donc on a ce set d'entraînement et un set de tests qui permet de dire, notre modèle en fait, c'est comme un enfant, il va avoir tendance à vouloir apprendre par cœur et répondre bêtement ensuite aux questions. Nous, et c'est là où le nombre de données est important, c'est pour l'éviter de faire ça, donc ne pas overfitter, ça s'appelle, pour qu'il soit performant sur tout type de données qui généralisent. Maintenant, comme tu dis, le monde évolue, ce qui veut dire que une fois qu'on a déployé, pendant la durée de vie de notre modèle, on doit acquérir de la donnée de manière continue pour réentraîner, pour que notre modèle s'adapte. Sinon, on peut avoir quelque chose de complètement défaillant en très peu de temps finalement. D'accord. J'ai l'impression que ce schéma, il n'est pas très optimisé pour un data scientist seul, parce que vous avez un focus data scientist. D'où ma question, est-ce que les entreprises aujourd'hui qui se lancent dans des projets de création d'intelligence artificielle, elles ne sous-estiment pas l'importance justement de la création de ces projets-là en termes humains, en termes de moyens aussi?
Si, tout à fait. Et du coup, déjà, en fait, c'est surtout en termes de données qu'il est sous-estimé, mais aussi beaucoup sur le côté humain. Et c'est pour ça on dit que de manière générale, il y a à peu près 50% des projets d'intelligence artificielle qui échouent à l'étape du prototypage. Parce qu'en fait, voilà, on a embauché un data scientist qui n'a pas toutes les compétences pour les déploiements, donc c'est des compétences serveurs, etc. Pour la notation, ça prend énormément de temps. Et en fait, c'est juste irréalisable. Et des fois, en fait, des clients n'ont même pas les données pour leur projet, ce qui du coup est quand même problématique. Voilà. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que si donc un data scientist, on l'embauche, généralement, il est embauché tout seul pour les entreprises qui se mettent à l'IA. Donc, ce qu'on attend normalement d'un data scientist, ça va être des compétences, comprendre l'enjeu business, être capable d'aller trouver l'état de l'art, donc en termes de code, c'est-à-dire ce qui marche le mieux à un instant présent, trouver les algorithmes et donc faire le code global. Mais toutes les autres tâches que j'ai présentées avant, le déploiement, la notation, normalement, sont pas dédiées aux data scientists. Ça, peu d'entreprises en ont conscience. Okay. Donc, un projet sur deux de création donc de projets de computer vision échoue, c'est quand même énorme, malgré tout aujourd'hui. Selon cette stat, qu'est-ce qu'une entreprise devrait prévoir, selon toi, aujourd'hui pour réussir son projet donc, de computer vision et d'intelligence artificielle? Oui, donc du coup, une entreprise, donc normalement pour assurer la réussite de son projet, devrait faire appel à plusieurs métiers différents. Donc ce que je disais, un data scientist pour la partie déjà statistique, en fait, on lui demande d'avoir un peu un background mathématique et de réflexion, du lien avec le business et du coup forcément de coder et d'organiser en fait tout le projet. Ensuite, on va avoir donc par exemple un ingénieur DevOps pour assurer la mise en place de serveurs et la scalabilité des modèles en production. Un data engineer pour toutes les étapes que j'ai présentées avant peuvent être effectuées de manière un peu séparée, et donc avec par exemple des copier-coller, ce qui est pas très optimisé. Le data engineer est là pour vraiment installer des pipelines et faire en sorte que tout ça soit à peu près lisse. Et les annotateurs qui peuvent être soit des experts du métier, par exemple dans le médical, on peut pas demander à des gens qui n'ont aucune connaissance, par exemple des cellules cancéreuses, pour venir annoter des images, mais pour des cas plus généraux comme la notation de voiture, de piétons, on peut demander à des entreprises qui sont spécialisées en annotation. D'accord. Donc, on a identifié le problème, du coup, avec les data scientists, avec toutes les problématiques qui peuvent en découler. On a parlé de computer vision. Ma question, c'est de savoir, et de parler un petit peu de Pixelia concrètement, quelle solution apportes-tu justement à ce challenge, globalement? Donc, par rapport à la statistique que je donnais avant, 50% des projets de computer vision échouent. Notre objectif premier, c'est de réduire ce taux d'échec. C'est pas normal d'avoir déjà un taux d'échec aussi gros et c'est pas normal de se rendre compte aussi tard que notre projet va échouer. Donc, nous, on est là pour vraiment donner les bons outils aux data scientists, à déjà arriver à livrer des produits de meilleure qualité et beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc pour ça, et c'est d'où cette présentation. Donc on a adopté ce qu'on appelle le Lean AI Framework, donc qui en gros c'est le développement d'IA de manière continue. Et notre vrai objectif, donc concrètement, c'est comme à l'image du software où ça fait maintenant des dizaines d'années que le marché s'est démocratisé, il y a énormément d'outils qui sont disponibles aujourd'hui pour être très performants. Je pense à des GitHub, je pense à le CICD, ce genre de choses. Et nous, en fait, on veut rapprocher le développement d'IA en créant des outils qui sont similaires à ceux du software development pour démocratiser l'IA autant que le software. D'accord. Alors, j'aime bien cette idée justement de rapprochement effectivement entre le software et l'IA. Est-ce que tu pourrais l'expliciter pour moi et pour aussi toutes les personnes qui nous écoutent? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, un développeur, il va avoir des outils qui lui permettent de collaborer avec ses pairs. Donc par exemple, GitHub, on va pouvoir partager du code, mais de manière vraiment, c'est seamless, quoi. C'est vraiment sans accroc. On va pouvoir déployer sur des machines beaucoup plus facilement qu'avant. On a accès à de la donnée, à des morceaux de code, à des softwares open source qui sont exceptionnels. Et en fait, il y a vraiment des entreprises, qui développent des outils pour aller toujours plus vite et devenir toujours plus productifs. Voilà. Et c'est de ça qu'on veut se rapprocher. D'accord. Alors, si je comprends bien, Pixelia, c'est orienté data scientist. Mais concrètement, qu'est-ce qui est réellement différent chez vous aujourd'hui? Alors du coup, je vous ai présenté avant
un peu le schéma typique d'un projet. Donc j'avais omis quand même beaucoup d'étapes, mais en fait en laissant les principales. Donc ça c'est ce schéma-là montre comment se passe réellement un projet chez Pixelia. On retrouve ces mêmes étapes avec quelques autres intermédiaires. Et en fait la vraie idée derrière, c'est vraiment cette idée de continuité, de boucle. En fait, chaque étape, plutôt que d'être faites les unes après les autres et d'attendre un résultat final pour prendre des décisions, nous on estime qu'il faut pouvoir prendre des décisions à partir de la première image à noter, à partir du premier entraînement. C'est ça que veut dire ce schéma. Et donc pour ça, on peut voir que les quelques différences avec le schéma d'avant sont la possibilité de traquer et comparer tous ces résultats, toutes ces expériences, l'accès à de la donnée open source aussi, donc c'est le data setup qui est en haut, etc. Donc là, dans ce type de schéma, la donnée, elle s'alimente sans que le data scientist s'occupe à mettre en place certaines choses. Il peut rester vraiment focalisé sur sa mission principale. C'est bien ça. C'est ça, c'est justement tout l'objectif. Là, du coup, on peut voir que toutes les étapes, en fait, toute la connexion entre les différentes étapes est faite par Pixelia. Donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure du data engineer qui doit installer des pipelines, etc. Chez Pixelia, tout est uniformisé et connecté. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin soit de plusieurs outils, soit de compétences particulières pour connecter les différentes étapes. D'accord. Donc, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu pourrais donner et qualifier, par exemple, la différence ou les différences fondamentales entre ce schéma-là et celui qu'on a vu quelques slides auparavant, globalement, c'est-à-dire chez vous et pour la création d'un projet de computer vision typique. Ouais, bien sûr. Mais du coup, le schéma d'avant, en fait, c'est un processus que je disais qui est beaucoup plus séquentiel et itératif. Là où chez nous, il va être en fait, il va être continu et vraiment sans friction. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment on va dire une boucle. C'est vraiment l'idée de la boucle continue qu'il faut garder. C'est ça. Ça marche. Alors pour continuer, généralement, moi quand je challenge des startups dans le startup programme d'OVH Cloud, j'aime leur poser toujours une question et je te l'ai déjà posé quand on a échangé ensemble depuis que tu es arrivé dans notre programme. C'est de savoir en quoi les projets sont réellement innovants. Et je me permets aujourd'hui de te reposer cette question-là et de savoir qu'est-ce qui fait la différence en termes d'innovation chez Pixelia. Non, mais c'est une très bonne question. Hein. Puis ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, l'IA utilisée partout. Une statistique qu'on retrouve, c'est que 60% des entreprises qui disent faire de l'IA font en fait pas du tout d'IA. Et donc c'est une très bonne question. Et donc ce qu'on fait de différent chez nous, là où est l'innovation, donc on est surtout sur l'innovation d'usage. Donc voilà, ce que je disais dans l'interconnexion et le framework qu'on a essayé de développer. Donc notamment voilà on a la notation et le training. Donc vraiment là on a sorti un framework open source qu'on a développé nous-mêmes qui permet de synchroniser toutes ces différentes étapes. Ensuite pour justement la démonstration, donc c'est là où nous on fait vraiment de l'IA, c'est mettre en production tous les modèles de nos utilisateurs en même temps pour qu'ils puissent être utilisés directement dans notre plateforme. On a aussi, je prends un peu les éléments dans le désordre, mais la recherche de l'état de l'art, donc le premier point avec un hub ouvert de données auquel nos utilisateurs contribuent avec des datasets déjà annotés d'images et des modèles déjà entraînés. Donc voilà, en fait, la personne n'a jamais à sortir de la plateforme pour récupérer les différents éléments. Et ensuite, voilà, donc on a rajouté nos briques à nous d'analyse en plus des résultats et tout ça, quoi. Et concrètement, en termes de développement de projet, est-ce que ces 5 briques qu'on peut voir sur la slide et que tu as citées, est-ce que ces 5 briques sont déjà disponibles chez Pixelia ? Alors presque toutes. Donc la seule qui fait exception, c'est la dernière, le déploiement et le monitoring, parce qu'en fait, ça demande du coup énormément de ressources à disposition. Et donc avec la nouvelle offre d'OVH qui vient de sortir, le AI Training, c'est peut-être quelque chose qu'on va maintenant arriver à faire très facilement et pouvoir en fait déployer et lancer des entraînements de modèles avec un clic à partir de notre plateforme. D'accord. Donc cette dernière brique, voilà, elle va arriver très prochainement. C'est ça, exactement. D'accord. Donc jusqu'à présent, on a bien parlé de la techno, de l'activité, de Pixelia, de Computer Vision. On a vu déjà pas mal de petites choses. Mais d'un point de vue client, on a parlé donc de ces innovations-là. Quel est leur ressenti justement par rapport à tout ça ? Et par rapport aux produits, qu'est-ce que les clients peuvent te dire ? Qu'est-ce qu'ils pensent de Pixelia globalement ?
Déjà de manière très pragmatique, on a ce qu'on appelle donc un time to production qui est vraiment réduit. Donc c'est vraiment le moment entre la volonté de créer donc une nouvelle intelligence artificielle et le moment où on veut mettre la première version du modèle en production, qui est réduit en moyenne 75% chez nos clients. Maintenant, des gros avantages en fait de Pixela, c'est on favorise l'adoption et même en fait la connexion avec différents outils, parce que tout appartient au même écosystème de produits chez nous. Voilà, tout est au sein d'une même plateforme et on s'intègre aussi très bien. Voilà, on connaît des entreprises qui sont vraiment spécialisées dans les outils d'annotation d'images. Il n'y a aucun problème pour connecter ces outils-là aux nôtres. Donc, on est aussi un écosystème ouvert. Le dernier gros avantage, mais qui peut paraître évident, c'est que voilà, sur Pixelia, en fait, Pixelia est fait pour collaborer. C'est-à-dire que toutes les personnes d'une même équipe peuvent travailler en même temps sur le même projet. D'accord. Donc, ce qui veut dire que la solution donc Pixelia, elle peut être utilisée par les data scientists, bien évidemment, mais aussi par tout autre expert métier, peut-être par vertical aussi. C'est bien ça ? Tout à fait. Du coup, donc tout à l'heure, je parlais justement du serving engine, donc ce qui permet de tester les modèles dans la plateforme. Donc ça permet à n'importe qui de lancer un modèle sans avoir à connaître le code, etc. Par exemple pour les équipes soit métier, soit pour le management, les équipes de projet. Et on a aussi, par exemple, en parallèle de notre plateforme, un produit qui s'appelle Pixelia Studio, qui est en fait une abstraction complète de toute la plateforme, où on a juste des modèles qui sont entraînés, qui permettent de faire de l'analyse directement en uploadant des vidéos ou des images qui peuvent être utilisés par exemple comme des supports marketing ou pour montrer la pertinence des modèles entraînés aux clients de nos clients en fait. D'accord. On sait que OVH Cloud, le métier d'OVH Cloud notamment est de fournir l'infrastructure donc serveur à nos clients, à nos startups, à notre écosystème cloud bare metal. Donc concrètement, aujourd'hui, comment se répercute toute cette activité-là, l'activité de Pixelia, l'intelligence artificielle, la computer vision? On a vu que tu avais besoin de ressources spécifiques, notamment, j'imagine. Comment ça se répercute sur nos serveurs? Donc du coup, déjà grâce au startup programme d'OVH Cloud, donc on a eu en fait accès à des ressources, à des crédits pour tester justement et venir utiliser ces ressources-là. Donc ils nous ont déjà permis en fait de donner, de développer notre produit plus vite et aussi d'adresser les use cases de nos clients plus rapidement et surtout en France. Donc voilà, les ressources qu'on utilise, ça va être ce que tu disais, donc des ressources GPU, donc des instances GPU, des instances compute pour, on a forcément besoin toujours de CPU, de RAM, de la cloud DB pour toutes les données de notre plateforme et de l'object storage pour toutes les images en fait de nos clients. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la nouvelle offre OVH AI Training, selon toi, elle serait vraiment bénéfique pour Pixelia? En fait, c'était un peu une brique manquante dans les produits qu'on utilisait, c'est-à-dire que par exemple les instances GPU, donc je disais même si on les utilise dans le cloud, c'est quand même des choses qui coûtent assez cher. Et donc en fait cette offre AI Training, elle nous permet d'utiliser du GPU as a service, c'est-à-dire que maintenant au lieu d'avoir nous de bloquer quelques instances qu'on paye au mois, on peut en fait payer des instances à l'utilisation, donc aux besoins de notre client. Donc nous on n'a pas à provisionner en avance ni à prévoir des coûts d'instances en trop, ce qui est vraiment du coup exceptionnel et qui nous ouvre un champ des possibles, notamment sur le déploiement et le training as a service de notre côté. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, c'est vraiment ce qu'on recherche dans le cadre du Startup programme d'OVH Cloud, c'est de mettre à disposition de nos startups et plus globalement de nos clients les infrastructures les plus adaptées. Nous, on aime généralement et souvent dire que l'infrastructure d'une startup, notamment au démarrage, c'est un petit peu le reflet de l'activité du business. Si l'activité doit grandir, il faut aussi que l'infrastructure puisse le faire également. Donc, on essaie vraiment de proposer à nos startups les offres les plus adaptées, notamment avec aussi les heures de conseil qu'on met à disposition des startups avec nos architectes solutions. Et tout ça fait partie de notre écosystème. Donc, il y a le startup programme, bien évidemment, mais pas que. Ouais, tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui, donc si on est là, c'est effectivement grâce au startup programme, mais on est allé un peu plus loin du coup maintenant avec OVH Cloud parce qu'on a aussi rejoint la marketplace très récemment. Donc voilà, ce qui permet en fait à tous les clients d'OVH d'accéder à Pixelia par le biais d'OVH, ce qui est assez rassurant, qui nous permet d'avoir plus de visibilité.
Et en fait, ça rejoint donc l'intérêt pour nous d'être dans cet écosystème, c'est les valeurs qu'on va partager avec OVH justement, de créer déjà une alternative européenne de cloud qui soit sûre et très pertinente pour nos clients. Et aussi d'avoir justement accès à cet écosystème de produits et de partnership. C'est ça. Mais même pour nous, hein, effectivement, je pense qu'on est sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que toi, de ton côté, effectivement, tu gagnes en visibilité. Mais nous, et c'est ce qu'on aime faire avec les startups, on aime vraiment être au fait donc des nouvelles technologies qui sont utilisées et pouvoir les faire aussi tester à notre écosystème, que ce soit les startups, les clients, pourquoi pas les partenaires aussi d'OVH Cloud. Donc, nous, c'est aussi comme ça qu'on aime accompagner les startups et nos clients. Pour conclure, parce qu'on arrive sur la fin de cette session déjà, moi j'aimerais te poser une dernière question parce que bien évidemment tu es client OVH depuis un certain temps maintenant. Comment tu définirais en quelques mots ton expérience client? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ça rejoint ce que tu viens de dire. En fait, voilà, c'est cet aspect gagnant-gagnant. Donc, d'être dans un écosystème comme celui d'OVH Cloud, ce qui est vraiment bien, c'est que chaque partie peut vraiment aider l'autre, que ce soit pour construire des meilleurs produits, que ce soit en visibilité, mais aussi pour partager les différentes connaissances en fait de chacun. Et c'est vraiment ce qu'on partage aujourd'hui avec OVH Cloud. Donc, merci à toi, Père Nicolas, pour cet échange. Je trouve que c'est très instructif d'en savoir un petit peu plus sur l'IA, sur la computer vision. Et merci à vous de nous avoir écoutés donc durant cette session. Donc maintenant, je vous propose qu'on live chat pour la session de questions-réponses.